tout d'abord, merci Patrick pour 2 choses. La première, c'est d'avoir accepté, notre invitation à Bruno et moi-même, de venir partager avec nous, cette expérience dont tu as peu parlé finalement des cette dimension de pionnier des usages de la 3D dans le design et qui est un des héritages que tu laisses au monde du design et d'autre part, de nous recevoir chez toi, Mmh. heu, pour ces échanges. Vraiment un grand merci pour ça. Avant, d'attaquer les choses, un petit peu d'histoire sur la raison de ces entretiens. J'ai initié il y a un peu plus d'un an, des séries de posts sur LinkedIn autour de l'histoire du monde de la 3D et je me suis rendu compte avec plaisir que, d'une part, ça a intéressé les gens qui avaient vécu ce temps des pionniers, mais aussi les jeunes générations et en discutant avec Bruno, on s'est rendu compte que le pan entertainment était assez bien documenté, le pan design industriel très, très peu. D'où l'idée de faire ces entretiens. En termes de présentation, je pense que selon la formule consacrée, Patrick, on ne te présente plus. Je vais pas faire ton panégyrique et par contre, je mettrai, en commentaire du post, un lien vers une des nombreuses interviews que tu as pu faire pour les gens qui auraient envie de mieux te connaître. Quant à Bruno, bon, je vais te présenter quand même très rapidement, tu es un pionnier de ces usages-là et je pense qu'on va découvrir, ton héritage au fur et à mesure de nos entretiens. Une des particularités de ces échanges, et on s'en est rendu compte en annonçant les échanges sur LinkedIn, là encore, on va toucher des publics très variés. On va avoir à la fois des jeunes gens qui ont peu de connaissances de cette histoire-là, des gens qui ont vécu cette époque-là, et évidemment tout ce qui est entre les deux. Mais de la même façon, on intéresse des gens qui ont une grosse culture de la 3D, mais qui connaissent très mal le design automobile, et inversement. Donc on va rapidement mettre quelques petits éléments de contexte qui permettront d'avoir les éléments pour comprendre la suite de nos échanges. Et je commencerai peut-être sur la 3D. Sur la 3D, je me rends compte souvent que dans l'esprit du public, c'est très lié à l'entertainment. On imagine que la 3D, c'est le monde des jeux vidéo, c'est le monde des films, c'est toutes ces choses-là. Il faut avoir conscience que les pionniers de la 3D, les gens qui, à la fin des années 60, dans les années 70, ont vraiment travaillé dans des labos pour mettre en place tout ce qui a permis à des ordinateurs de faire ce qu'on appelait à l'époque des images de synthèse, le moteur financier principalement, c'était pas les envies d'aller vers l'entertainment. C'était des enjeux industriels avec la conception assistée par ordinateur, CAO, un terme qu'on emploiera souvent, et les enjeux de simulation pour les militaires. Les premiers usages ont été dans l'industrie aérospatiale, dans l'industrie automobile. Et dans la période qu'on va traiter, en fait, l'automobile s'était beaucoup approprié la conception assistée par ordinateur. C'était un moyen de réduire les temps de développement, le cycle de vie. On reviendra vraiment sur ce time to market qui est un enjeu fort. La CAO, je dirais pas banalisée, mais était fortement utilisée. Les planches à dessin commençaient à disparaître un tout petit peu. Et par contre, en termes de 3D, ce qu'on avait, c'était des belles visualisations en fil de fer. On n'était pas dans la recherche du réalisme, on n'était pas dans une représentation réelle des choses. Au mieux, on avait un éclairage de gourou, un petit fond, c'était largement suffisant. À côté de ça, c'est une époque où on voyait émerger des usages de la 3D pour de l'entertainment, pour de l'art, pour du réalisme, avec particulièrement la France qui était dans les pionniers de ces choses-là, hein, avec des gens comme TDI, avec l'INA, dont on reparlera dans nos échanges. On était vraiment pionniers là-dessus. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés par ça, je mettrai en lien un ouvrage de Pierre Hénon qui parle de cette époque-là. Voilà un petit peu où on en était sur la 3D, sur ses usages, très largement utilisés dans l'industrie, mais absolument pas ou très peu utilisés dans le design. Et c'est cette époque d'appropriation de la 3D par le design dont on va parler, pas simplement pour témoigner du passé, mais parce qu'on va se rendre compte que beaucoup des moteurs de cette innovation restent des moteurs importants de nos jours. On va parler du passé pour mieux comprendre le présent et peut-être anticiper un peu l'avenir. Ces éléments posés sur cette situation de la 3D, un autre point qui est important, c'est de comprendre un petit peu ce qu'étaient les réalités d'un cycle de développement d'un véhicule dans ces périodes-là. On a tendance à oublier que certains grands véhicules mythiques comme la 2 chevaux, la 4L ou la coccinelle ont eu des cycles de vie de plusieurs décennies. On le voit par exemple avec la Golf. La première Golf, le renouvellement, c'est 10 ans, puis après on va vers 5 ans, et cetera, et cetera. Et donc avant de parler des usages de la 3D, je pense qu'il serait intéressant que tu nous présentes, Patrick, ce qu'était le cycle de conception de la demande de la direction générale, au concept car jusqu'à la mise en production d'un véhicule. Et je pense qu'en exemple, il serait intéressant de prendre la Sierra,
qui est un petit véhicule qui s'est vendu, je crois, 2 700 000 exemplaires, quelque chose de ce type-là. Voilà. Donc, je te passe la parole pour nous expliquer un petit peu ce qu'étaient les étapes du cycle de vie à cette époque-là. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir répondre en faisant la liste exacte de tous les éléments associés au développement de notre Sierra, mais en tous les cas, c'est un très bon exemple de ce qui se passait à cette époque d'un point de vue durée de développement. À savoir, il y a eu, dans le contexte de Sierra, d'ailleurs une exposition à Londres qui a raconté l'histoire de la Sierra, et il y a un petit livret, et d'ailleurs, il y a marqué dessus 52 mois jusqu'au Job One, jusqu'au lancement. Donc voilà à peu près là où nous étions à cette époque. Et plus tard, moi-même, j'ai travaillé sur la réduction du cycle de développement et d'industrialisation chez Renault, cette fois-ci, et avec pour objectif de réduire très sensiblement ce que nous avons fait, puisque on a réduit à 30%. Mais à l'époque, sur la Syrah, ça prenait énormément de temps, et entre le premier croquis et la sortie du véhicule, il se passait tellement de choses que, en fait, on n'était pas sûr si on allait être vraiment en avance sur notre temps ou juste à temps ou pas. Donc c'était beaucoup plus difficile, je crois, avec ces durées de développement extrêmement longues. Merci Patrick. Et là, on voit comment on pouvait essayer d'imaginer que ce qui avait été fait par la CAO sur la partie engineering pouvait nourrir la partie design dans cette réduction des temps de développement. Bon, maintenant qu'on a posé un petit peu ces enjeux, on va rentrer dans le vif du sujet. Peut-être commencer par un commencement de toi, Patrick, quel était ton rapport à ces technologies? Tu m'as parlé on a échangé pas mal en amont de ton goût pour la science-fiction, de ta façon de rêver un petit peu, sans parler de ce qui a été fait, mais ton goût, tes désirs que tu pouvais avoir par rapport à la montée en puissance de ces outils-là, ton imaginaire finalement, au-delà de, voilà, pas pragmatiquement, il y a ça, on peut faire ça, mais je sens que ces technos, un jour, permettront peut-être de faire ça. Tu avais quel rêve, tu avais quel fantasme autour de ces technos? D'accord, oui, alors, en fait, mon projet de diplôme, quand je suis devenu donc un designer industriel officiellement, c'était un cyborg. Donc déjà, c'était un petit peu une surprise pour le comité qui a regardé mon projet, mais j'ai néanmoins reçu mon diplôme euh, et j'ai toujours été tourné vers l'avenir. J'y croyais vraiment, j'avais cette impression que toutes les choses, quoi, tout allait être mieux à l'avenir et qu'on allait arriver à faire beaucoup plus vite. Quand j'étais chez Ford, donc nous sommes au milieu des années 80, j'avais lu un livre assez remarquable, et c'est le titre qui est important, ça s'appelait L'auto immobile, d'un dénommé François Vasseur-Vogel. Et cette idée, ce titre, m'a fait réaliser que nous étions en permanence en train de faire des maquettes qui vont donc par la suite devenir de vraies voitures, et elles étaient immobiles. Et donc la première chose, première réaction, c'est de faire mettre un moteur électrique, télécommande, et de voir les voitures dans la cour, donc en train de bouger. Mais j'ai cru d'entrée de jeu, mais très 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 tôt, à, à la CO, parce que j'avais au sein de mon équipe en Ford Allemagne, j'avais l'équipe de CAO, et j'allais très souvent là-bas, et je me disais, mais un jour, on va pouvoir aller beaucoup plus loin, mais il faut que le design, les designers et les modèles numériques, comment dire, qui devenaient par la suite modèles numériques, qu'ils prennent possession de cette technologie. Et j'ai vu d'ailleurs qu'à l'époque, les essais qui avaient été réalisés étaient loin d'être convaincants. C'est-à-dire, nous, professionnels, on arrivait à peu près à déceler ce qui était en train de réaliser, mais ceci dit, c'était carrément impossible de le montrer à un tiers ou à un directeur comment dire, un directeur commercial ou président d'entreprise. Donc c'est là où vraiment j'ai eu cette idée que il fallait absolument aller dans ce sens, mais ce n'est que vraiment plus tard que je suis arrivé à aller jusqu'au bout, et la technologie avait évolué, le logiciel aussi, et ça, c'est mon arrivée chez Renault. Oui, donc, cette vision d'un champ des possibles
sur des rendus. Effectivement, je pense qu'on mettra quelques illustrations, ce qui étaient les rendus de l'époque. Il fallait quand même beaucoup d'imagination pour se projeter. Et de la même façon, voilà, ce chemin, finalement, tu l'as parcouru avec Bruno. Et toi, Bruno, jeune architecte, qu'est-ce qui t'a emmené à, un, t'intéresser à la 3D, deux, te retrouver chez Renault? Waouh! Ah, On va être obligé de faire de l'archéologie un peu Ouais. près, quand même. Ça nous ramène au milieu des années 80. Donc, j'étais à la fac d'architecture de Paris, Belleville, et il y avait un atelier informatique, l'endroit le plus désert de toute la fac, hein. Il n'y avait personne. Et il venait de rentrer des Apple IIe, et mon frère, qui était à l'époque un hacker pas possible, me récupère des disquettes, tu sais, un modèle mou, là, d'un truc qui s'appelait Scribe. Et ce truc-là, en fait, avec beaucoup de patience, on arrivait à empiler quelques cubes les uns sur les autres. Et il y avait un héliodon, c'est un truc qui se mettait à la place du soleil et qui tournait comme ça. Et cette machine idiote, sur son écran vert à 300 lignes, me faisait tourner cet objet et me faisait des vues en perspective de mes cubes empilés. Moi, je venais de passer 5 ans de ma vie à apprendre à faire ça à la main. Et j'avais une machine en face de moi qui était capable de le faire instantanément. Il suffisait que je change la position d'un cube, je recalculais l'image. Pas l'image, une vue, une évocation de la vue. Et à ce moment-là, je me suis dit, et j'ai commencé à essayer d'expliquer autour de moi à tous mes camarades de fac, je me suis dit, mais attendez, il y a un truc qui est en train de se passer là. Il y a des... Alors, les, les copains se foutaient de ma gueule. Les profs m'ont dit, la sensibilité du crayon, monsieur Simon, la sensibilité du crayon, ça ne sera jamais remplacé. Donc voilà, bon, j'ai avancé et au moment où j'ai dû trouver un stage de fin d'études, je me suis dit, il faut que je trouve une entreprise, parce que j'ai essayé les cabinets d'architectes, laisse tomber. Donc faut que je trouve une entreprise qui s'intéresse à ça pour faire un produit. Pas pour faire des images, pour faire des images, j'étais architecte. Moi, j'avais envie de construire quelque chose. J'avais envie de contribuer à la construction d'un ouvrage, qui soit un objet de design ou qui soit un bâtiment. Donc, je trouve, par ami d'amis, Renault, qui avait planqué dans un coin à côté des toilettes une toute petite équipe, plutôt d'ingénieurs, qui étaient de gens avec formation technique, qui travaillaient à la visualisation et à des solutions pour le design. Alors on est en 1989, c'est assez primitif à cette étape-là. On est encore dans l'attente de l'arrivée de Thomson Digital Image, qui est arrivé juste à ce moment-là avec le logiciel Explore 1.0. Et comme personne ne savait trop faire avec ça, quoi faire avec ça, on m'envoie en formation chez TDI. J'étais stagiaire, on m'envoie en formation chez TDI sur Explore. Je suis revenu, entre-temps, Patrick avait donné son accord pour acheter une machine qui coûtait une fortune. Silicon Graphics, c'est un truc énorme, 4D 70 GT. La licence pour le logiciel qui coûtait presque plus cher que la machine, et on met le stagiaire dessus. Et en un mois ou deux, je commence à sortir les premières images d'un concept car qui s'appelait Mégane à l'époque, que Patrick aime pas, beaucoup. Mais en revanche, il a adoré les images. Et je me souviens, il a visité notre grotte, parce que c'était vraiment un endroit assez moche. Et je lui montre un truc sur lequel j'avais travaillé pendant un mois, dont tu as les images, et qu'on pourra peut-être voir. Je lui montre ces images et Patrick me dit, ah oui, oui, mais Bruno, vous savez, on va faire des voitures avec ça un jour. Vous voulez pas rester avec nous? Et c'est là que ma belle carrière d'architecte à très haut potentiel s'est arrêtée et que je suis resté 11 ans avec Patrick. Et ça a été une belle aventure. Ah oui, une très belle aventure, je dirais. En effet. Juste quand même une mise au point, ce n'est pas moi qui les a mis dans la caverne, hein, au sous-sol. C'est comme ça que j'ai trouvé ce qui s'appelait à l'époque le style Renault, où vraiment ben, tout ce qui était lié au numérique était sans intérêt. Ouais, et le patron de l'époque, il avait qu'une trouille, c'est quand Patrick est arrivé, que la cellule soit fermée purement et simplement. Ben, c'est Donc, vrai parce que j'ai quand même beaucoup changé l'organisation du design et il s'avère que j'étais totalement convaincu, même si je voyais en face de moi des gens qui étaient terrifiés à l'idée que peut-être j'allais terminer leur carrière. Et en effet, au contraire, je crois que la première année, j'ai doublé ou triplé leur budget, etc., quoi. Donc vraiment, j'y croyais. Ce qui est intéressant, je dis souvent à mes étudiants, aux jeunes gens, l'importance des rencontres dans une carrière et comment
ça peut changer une vie, quoi. Je pense que c'est pas exagéré de dire que dans ton cas, ça fait, ta carrière, cette découverte et tu avais la chance aussi d'être en une époque où de toute façon personne n'était formé à ces technologies-là. Donc tu avais à construire et à apprendre par toi-même ce genre de choses. Une confiance, une passion. Je pense que c'est la rencontre d'une passion, d'une confiance et d'un désir, d'aller plus loin et de concrétiser finalement ce ressenti que tu avais en voyant les CAO un petit peu poussés, de se dire: «Bah, un jour, on pourra concevoir des voitures avec ça». C'est une belle histoire en soi, c'est une belle rencontre et c'est vraiment une très, très belle histoire. Bah, maintenant qu'on a posé, les éléments de base qui vont nous permettre d'avoir quelques repères, je pense qu'on va passer simplement dans un dialogue entre Patrick et Bruno sur, bah, racontez-moi l'aventure finalement. L'aventure qui a amené, je pense que l'un des premiers projets dont on va parler, c'est Raccoon. Je vais vous laisser simplement nous raconter cette aventure au moment où, bah, tu passes de stagiaire à employé par Renault et Patrick commence à avoir, des velléités et un peu confiance dans la capacité à faire exister, ses rêves de véhicules numériques. Alors, moi, je vais commencer. Je vais commencer parce que j'ai fait confiance en Bruno, en le rencontrant, dans la personnalité, etc. Et je voulais m'assurer vraiment qu'on ait quelqu'un qui ait de l'élan et qui soit un passionné, et c'était clairement le cas. J'étais aussi donc un passionné, mais je crois que c'est cette rencontre qui a déterminé l'avenir, quoi. C'est comme ça on est parti. En fait, c'est le début d'une confiance sur le potentiel de passer à la CAO numérique, avec moi, en tous les cas, l'objectif d'aller jusqu'à 100%, c'est-à-dire du début jusqu'au lancement, sur la fin du projet. Donc voilà, c'était ça l'ambition, et j'y croyais. Il faut quand même dire un truc, c'est que il y avait quelque chose de fou dans la démarche de Patrick, parce que franchement, les images qu'on sortait, on va dire 1990, 1991 sur le concept car scénique, c'était pas terrible, quoi. On avait une voiture qui ressemblait à peu près à une voiture, ça, on y arrive à peu près bien, mais alors ça roulait dans des décors, c'était genre après la bombe, hein, c'était l'horreur totale. Et j'ai vite appris une chose, c'est que toute la démarche, quelque part, c'était il faut arriver à voir la voiture en dynamique dans son environnement, de manière à vraiment pouvoir apprécier la façon dont elle s'intègre. Alors s'intégrer dans des paysages post-nucléaires, c'était pas super excitant. Et c'est une remarque que j'ai eue très tôt, c'est-à-dire que les designers, pas uniquement Patrick, parce que moi j'étais au contact directement des designers qui ne me faisaient pas de cadeaux. S'ils n'arrivaient pas à lire leur projet dans leur présentation qu'on faisait, ils disaient ça vaut rien. Et on n'existait pas. Et ces images-là, ils disaient bon, ok, j'arrive à peu près à voir les surfaces de la voiture, mais franchement, le décor, quoi, il faut faire quelque chose. Donc Non, absolument. c'est devenu une obsession, ce truc-là. Absolument, mais tu as raison que ces premières images, c'est vraiment après une guerre neutron, quoi. Elles étaient mortes, hein, ces images, mais le potentiel était là. Donc c'est clairement peut-être pas ce que l'on voulait montrer au grand public, parce que la distance avec la réalité était beaucoup trop lointaine, mais néanmoins, de voir un véhicule ou un concept en dynamique, c'était déjà un pas énorme. Mais il y avait quand même ce handicap, c'est que ce n'était pas crédible. C'était pas crédible, et le public, le grand public, ne pourrait pas se donner une idée, quoi, se faire une idée de ce qu'était ce concept cars avec les images en question. Mais par contre, le potentiel était là. On avait commencé vraiment sur la voie d'un gros changement. Alors il y a un truc que j'ai appris, que j'ai eu très tôt et qui m'a suivi toute ma vie, c'est qu'en fait, quand on introduit une innovation comme ça, soit on le fait pour la gloire, soit on le fait pour une raison bien précise. Et en fait, ça marche bien quand c'est pour une raison bien précise. C'est-à-dire que c'est quoi le problème qu'on essaie de résoudre? Et le fait de voir les voitures en dynamique, c'était pas un problème nouveau, en fait. Il y a eu plein d'expériences assez baroques pour pouvoir faire ça. Ouais. Non, 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 c'est très juste. Ouais, oui. Mais la notion même de savoir où on veut aller et quelles sont les raisons, et non pas pour la gloire, ça, je pense que c'est un point extrêmement important. Moi, de mon côté, je dois dire que d'entrée de jeu, j'avais cette obsession du temps de développement qui était tellement long. Et d'ailleurs, juste une petite remarque, c'est que j'en ai parlé au président Raymond Lévy à l'époque,
président de Renault, et en permanence, je lui disais que on était lent, que ça prenait énormément de temps. Et à un moment, il m'a donné en fait un projet pour l'ensemble de l'entreprise qui s'appelait le raccourcissement du cycle développement et d'industrialisation. Voilà. Et donc, je me suis occupé de cette partie-là qui n'avait rien à voir avec le numérique, mais le numérique était quand même somewhere in the background, donc quelque part dans ma tête, avec cet objectif vraiment de faire d'établir une réduction, mais vraiment je veux dire, mon ambition, c'était 30-40%, quoi. Alors, le numérique, Stéphane, comme tu le disais, à l'époque, c'était la représentation, elle était pitoyable. C'était des images en fil de fer, donc l'obsession dans un premier temps, et c'est la conclusion à laquelle on est arrivé, c'est si on veut un jour pouvoir utiliser le numérique, il faut qu'on ait une représentation qui soit digne de ce nom. Donc tout l'effort des quelques premières années des années 90, ça a été vraiment sur la visualisation. On s'est dit, on ne pourra jamais euh, faire pénétrer ces technologies-là dans le monde du design industriel si on n'a pas une représentation de qualité. Juste quand même une remarque, on doit le dire que dans notre milieu, il n'y avait pas un enthousiasme énorme, hein. Les gens y croyaient peu. Disons-le, je parle au design même, hein. Ça semble un euphémisme, là. Moi, j'étais un peu le gars que Patrick Lequément poussait à faire des choses dont personne ne voulait. Ouais. Et je me baladais dans les ateliers, dans les trucs, avec une grosse cible dans le dos, et je dis, lui, il nous pose problème, quand même. Donc, il n'y avait pas un enthousiasme dément. Jusqu'au jour où, alors, je reviens sur l'histoire du budget. Patrick, quand même, il me laissait aller à Imagina tous les ans, à Monaco, hein. Il me laissait aller au SIGGRAPH tous les ans pour que j'absorbe la technologie. Et c'est une méthode qu'il a appliquée aussi avec ses designers, qu'il envoyait en mission à l'extérieur en permanence pour absorber. Il a appliqué ça aussi à cette nouvelle technologie qu'il voulait voir se développer. Et un jour à Imagina, j'assiste à une conférence, ça devait être en 92 ou 93, je pense que c'est 92. J'assiste à une conférence de Armand Fellous. Armand Fellous, il avait un laboratoire à l'Institut national de l'audiovisuel qui s'appelait Synthétique TV, qu'il avait fondé avec Yann Bross en particulier. Et il avait trouvé une solution pour matcher le mouvement d'une caméra qui prend des vrais personnages sur un décor virtuel. Donc c'était le premier TV set de l'histoire de la planète. Jamais personne n'avait fait ça au monde. Et il avait fait un film de démonstration. Je tombe de l'armoire. Il monte ça sur le grand écran de l'amphithéâtre au Palais des Congrès à Monaco, dans sa conférence, et je vois ces personnages, qui étaient les gars de son labo, dans un décor virtuel, qui était plutôt cartoon, mais il y avait les deux caméras matchaient parfaitement. Je me suis dit, mais comment il a fait ça? Et puis, moi, mon problème, c'était exactement le contraire. Alors, je vais voir Armand Fellous, je me souviens, je vois encore le moment, je vais le voir à la fin de sa conférence, j'étais au pied de la scène, il était en haut, et je dis bonjour, je me présente, je suis Bruno Simon, je travaille pour le centre de design de Renault, on fait de l'image numérique, on a pas mal de moyens, mais on ne sait pas faire ce que vous faites. Ou plus exactement, moi, je voudrais faire le contraire. Je voudrais mettre des objets virtuels, des voitures, dans des décors réels. Est-ce que vous pensez que vous pouvez m'aider? Et Armand, scientifique, me dit, faut que je réfléchisse là, parce que c'est pas immédiat. Je dis, j'ai juste besoin des trajectoires de caméra, le reste on s'en débrouille. Mais non, mais il dit quand même, parce que ça c'est fait en laboratoire, à l'INA, on a une pièce complète, on a des machines partout. Il me rappelle un mois plus tard. Il me dit, bon, j'en ai parlé avec l'équipe, je pense qu'on a une solution. En gros, il faut mettre mon laboratoire dans un camion et on doit pouvoir aller tourner en extérieur. Je dis OK. Il me dit bon, on se revoit. Venez me voir la semaine prochaine et on travaille un peu sur un projet. Et on essaie de faire une estimation budgétaire. Alors je vais m'asseoir avec Armand Fellous. Moi, j'avais jamais tourné de film de ma vie. Je faisais que du virtuel. J'étais derrière mon truc et je me retrouve avec un gars qui avait un peu tourné à l'extérieur, à l'INA. Donc il me dit voilà, il faut des machinistes, il faut voilà tant de jours de tournage, 1 million de francs. 1 million de francs. Bon. Je vais voir mon chef de l'époque, je lui dis, j'ai trouvé un truc d'enfer.
d'en faire, ça va être la révolution. Un, personne n'a jamais fait, mais ça, on s'en fout. Mais deux, c'est la réponse à notre problème. On a un gros problème, il faut le résoudre. Et mon chef, il me dit, attends, non, c'est même pas mon budget de l'année. Il dit, je sais pas faire. Il dit, laisse tomber, t'oublies tout de suite. Alors, moi, c'est vrai que, surtout, j'étais jeune, mais je crois que c'est encore le cas aujourd'hui, je prends jamais non pour une réponse valide. Donc, je vais voir le secrétaire exécutif de Patrick, et je lui dis, écoute, j'ai ce truc-là dans le boulon. Alors, Serge me dit, je vais voir ce que je peux faire. Il revient me voir l'après-midi, et il me dit, je t'ai un rendez-vous demain, t'as un quart d'heure. Entre deux réunions, Patrick va te voir. Donc, je vais à l'étage de la direction. Non, c'était à Boulogne, on était en Oui. plein pied. Je vais dans les bureaux de la direction. Donc, déjà, j'allais jamais là-bas. Je n'avais pas envie d'être appelé dans les bureaux de la direction. C'est comme au lycée, tu veux pas être appelé chez le proviseur, tu vois. Donc, et je me retrouve en face de Patrick, qui était le patron du patron de mon patron, et ainsi de suite. Donc, je sais pas si tu revois cette scène, mais on était Moi, je la dans vois, une oui. petite salle. Et j'explique à Patrick en 5 minutes, de manière sans doute très brouillonne, je lui dis, j'ai trouvé un truc génial. On peut pouvoir mettre des fausses voitures dans des vrais décors. Donc la qualité que tu connais aujourd'hui, que vous connaissez, vous voyez à l'époque, mais dans un décor réel. Je vous assure que ça va marcher. Et Patrick me regarde, il me dit, bon, est-ce que si on fait ça avec Raccoon, qui était un concept car qui était en cours d'étude, est-ce qu'elle pourra aller dans l'eau et naviguer dans l'eau? Parce que la vraie maquette ne pourra pas le faire. Parce que c'est un prototype et on ne veut pas prendre le risque de la mettre dans l'eau. Et alors là, j'ai un gros trou d'air et pas de problème. Elle ira dans l'eau. Et Patrick a dit, OK, vous avez votre million. Et je suis sorti de là, je me suis dit, merde, comment je vais faire? Comment je vais mettre cette foutue bagnole dans l'eau? Mais je dis, je m'en fous. J'ai passé pas mal de nuits en me disant, je m'en fous, je le ferai image par image, mais je mettrai cette bagnole dans l'eau. On est reparti avec Armand. On a emmené une équipe dans le sud de la France, dans l'arrière-pays niçois, votre pays, à tous les deux. Et on s'est retrouvés à faire notre premier plan à Tanneron, si vous voyez Tanneron. Il faisait un temps épouvantable. Il y a eu des problèmes techniques partout. La clim du camion est tombée en panne et autres. Mais bon, bref, on a réussi à faire nos prises de vue. On a fait les prises de vue sur l'eau, sur le lac de Saint-Cassia. Et ça a donné le film qu'on a fait. Mais on n'avait aucune idée de ce qu'on était en train de faire, en fait. Franchement, on était tellement le nez sur notre truc. Donc après le tournage, Armand m'a rendu les images de fond, time-codées avec les trajectoires de caméra, et ensuite le vrai boulot a commencé. C'est-à-dire qu'il a fallu faire l'intégration de la voiture dedans. Et on peut penser qu'il y avait une énorme équipe derrière ça, mais en fait on était deux. Il y avait Bruno Duquesnoy, qui a continué pendant très longtemps sa carrière chez Renault, et moi. Et on a fait ça tous les deux, et on a passé des journées et des nuits à articuler ces images. Et Patrick est passé de temps en temps, et puis il a commencé à voir les trucs. Alors les premières fois, il a dit « Ah non, mais c'est exactement ce qu'on veut. C'est exactement ce dont on a besoin. On va pouvoir commencer à faire du design automobile avec ça. » Et même Patrick, il n'était pas dans la logique qu'on est en train de faire une première mondiale. Il avait juste, lui, il avait une réponse à son problème, si tu veux. Il avait sa voiture, elle allait dans l'eau. Moi, j'avais aucune idée hein, que c'était une première mondiale, entre guillemets. Ce que je voyais, c'est que j'étais convaincu. Nous avions ce que nous souhaitions. Voilà. Et en fait, on a commencé à se rendre compte qu'on avait un truc un peu chaud quand Renault Presse, une fois, il faisait des visites régulièrement du design, donc le service de presse de Renault. Et Patrick leur dit, bah tiens, j'ai un truc à vous montrer sur le concept car de Raccoon, parce qu'ils étaient en train de faire leur film institutionnel du concept car. Il dit, regardez ce qu'on a. Et là, les attachés de presse, ils sont partis en vrille, quoi. Ils ont dit, mais c'est dingo, votre truc. Et c'est des images qui, après, ont fait le tour du monde plusieurs fois. Et Je voudrais juste raconter une petite histoire. C'est que tu te rappelles quand on a présenté donc au Salon de Genève. Et j'ai eu quelque chose de merveilleux. Une petite anecdote, c'est que Giorgetto Giugiaro, qui est un grand designer, patron de Ital Design, il est arrivé sur le stand et je l'ai vu en train de regarder le film qui était projeté. Et il m'a dit, mais elle flotte alors. Donc à l'époque, si on regarde de nos jours ce petit film, on se dit, oui, bon, c'est bien, mais par rapport à ce qui s'est passé par la suite dans les technologies, ça a son âge quand même, hein, ça a pris un peu de, oui, quelques rides. Mais à l'époque, c'était tellement mieux que n'importe quoi qui avait été fait jusqu'à présent, que les gens étaient convaincus que nous avions un vrai prototype qui était
développé et qui devait être un véhicule amphibie, et les gens étaient convaincus. Donc c'est extraordinaire. Moi, je pense que jamais personne n'a imaginé que c'était possible. Donc, comme personne n'imaginait que c'était possible, c'était forcément une vraie. Avec peut-être des effets de retouche qui rendaient l'image un peu bizarre, ou de fil qui rendaient l'image un peu bizarre ici et là. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, ça venait quand même de la France, quoi. C'était pas quand même le pays super techno qui avait pas une réputation démente à l'époque, même si après, les cadres français du numérique se sont bien installés sur la côte ouest des États-Unis. Mais c'est vrai qu'on a bénéficié d'une chance, d'une autre rencontre, celle avec Armand Fellous et son équipe. Et le pauvre Armand nous a quittés bien trop tôt, et je le regrette parce que j'aimerais bien qu'il soit avec nous aujourd'hui pour raconter cette histoire. Et on a bénéficié de ça, on a bénéficié d'une vision, on a fait ça parce qu'on avait un propos, c'est-à-dire qu'il fallait arriver à le faire. Et voilà, donc ça a donné le résultat qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'est une super histoire. Bon, après toute l'affaire, et on va en reparler, mais c'est qu'est-ce qu'on a fait à partir de ça? Mais c'est une étape quand même essentielle. Et là, je peux emmener mon témoignage de jeune adolescent à l'époque, passionné d'informatique, découvrant le monde de l'image de synthèse, essayant de s'incruster à Imaginaire. Et très honnêtement, écoute, c'est une claque. Voilà, pour des gens qui s'intéressaient un petit peu à ce secteur-là, tout à coup, d'avoir conscience de ce que ça impliquait aussi, d'avoir une caméra virtuelle, une caméra réelle qui se superposait. Et c'était une claque pour le jeune amateur passionné que j'étais, mais ça a été une claque aussi pour les gens du métier. Les grands studios d'effets spéciaux américains, les ILM, etc. C'est pas le monde de l'entertainment qui a fait ces efforts-là, aussi parce que l'air de rien, alors, par la confiance qu'avait Patrick, mais les moyens que pouvait déployer l'industrie automobile, ou, petite anecdote, mais le parc installé de Silicon Graphics pour la CAO te permettait d'avoir sans doute une des plus belles render farms de la région parisienne. On avait un peu de puissance de tir, et on a contribué. Je sais pas si j'ai jamais raconté l'histoire à Patrick, mais bon, il y a prescription. Ça va, ça va. Mais on a, pour pouvoir bénéficier d'heures de studio numérique auxquelles j'avais pas accès, là pour le coup, j'avais pas le budget pour aller sur des ABCAS ou des machines comme ça à l'époque. Je faisais des deals avec les sociétés de production, donc je citerai pas les noms et je citerai pas les films, mais on a un certain nombre de productions très connues qui aujourd'hui appartiennent à l'histoire de la 3D numérique française, qui ont été calculées sur les ordinateurs de Renault, de l'ingénierie de Renault la nuit, oui, parce qu'on avait accès à 2000 machines. Ce qui était un parc colossal par rapport aux moyens des gens de l'entertainment. Je pense que même un Voilà. ILM à l'époque n'avait pas ça. Mais il y a plein d'histoires à propos de ces 2000 machines, parce on avait écrit, mon équipe avait écrit un logiciel qui s'appelle CREP, calcul réparti. Il s'appelle toujours CREP aujourd'hui, j'ai vérifié au centre de design de Renault, alors il a progressé, mais qui gérait des batchs de calcul répartis sur des 2000 machines. Et quand on a commencé à faire ce truc-là, avec la complicité d'un ami de toujours, qui était le patron de l'informatique des ingénieries, François Pistre, il faut quand même citer François Pistre, parce que Absolument. lui, d'abord, il nous a laissé la bride sur le cou, il nous a pas voulu nous faire rentrer dans le moule de l'entreprise, il a dit non, 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 c'est en phase avec nous, et il m'a donné accès à toutes les machines de CAO. Alors au début, on a un peu pataugé, parce qu'on envoyait des calculs, mais c'est des calculs qui consommaient énormément de mémoire sur les machines, ce qui fait que les gars... Mais normalement, dès que tu touchais le clavier, ça arrêtait les calculs. Donc on s'est dit, c'est bon. On commence à lancer nos badges de calcul sur les machines la nuit, et on a des remontées d'huile de toute l'ingénierie de Renault qui viennent jusqu'aux administrateurs système et qui sont redescendus via François Pisse sur mon bureau. Et François va dire, il y a un petit problème. C'est que, et il dit, j'ai fait l'exercice ce matin, je suis allé sur un plateau technique où il y avait 100 machines, avant que les gars arrivent, et j'entendais 100 machines qui faisaient clic, 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 parce qu'elles étaient toutes en swap, en fait. Alors, je suis désolé pour l'expression technique, mais c'est quand il n'y a pas assez de place dans la mémoire vive de la machine que la machine se déleste sur les disques durs, qui à l'époque étaient des vrais disques durs, donc ça faisait... Et il dit ensuite, j'ai vu les gars arriver, alors, ils appuient sur leur clavier, et là, il se passe à peu près une demi-heure où la machine continue à cliquer pour juste arriver à récupérer suffisamment d'oxygène pour être vivante à nouveau. Et c'est à ce moment-là où il commence à appeler les ingénieurs système. Ils disent, ouais, vous êtes encore en train de faire une de ces mises à jour qui m'empêche de travailler. Donc il dit, si je prends une demi-heure multipliée par 2000 ingénieurs,
ça commence à faire beaucoup d'heures de travail perdu. Alors on a mis un kill de calcul, un truc qui tuait les calculs à 4 heures du matin pour être sûr que toutes les machines Sont en état sain soient en le état de matin. travail au moment où les gars arrivent au bureau. Je me rappelle bien de cette histoire, hein. Ça a été en effet un moment un petit peu risqué et on se posait la question comment on allait s'en sortir. Je voudrais quand même faire une remarque, c'est que quand je suis arrivé chez Renault, j'ai été embauché par le président de l'époque, qui était donc Raymond Lévy, qui habitait à 2 kilomètres d'ici. Et quand je suis ressorti de son appartement, j'avais entre mes mains le fait que il me donnait vraiment carte blanche pour réorganiser le design et faire ce qui était nécessaire pour qu'on devienne un leader dans ce domaine. D'où, et c'est important de le dire, même quand Monsieur Lévy est parti à la retraite, remplacé par Louis Schweitzer, il y avait cette énorme confiance qui a fait toute la différence. Puisque, bien sûr, les investissements de notre côté étaient quand même extraordinairement élevés quand on regarde par rapport à d'autres départements. Mais Dieu merci qu'on l'a fait, quoi. Alors, un des gros avantages de Raccoon, hormis la visibilité externe, qui m'a permis une chose superbe, c'est que les meilleurs graphistes de Paris, d'un seul coup, ils étaient intéressés pour venir travailler dans mon équipe. Donc d'un seul coup, le niveau monte. Hein. Ça, c'est immédiatement en termes de qualité. Parce qu'ils avaient un talent incroyable. Il y a des gars comme Olivier Danauer, Pascal Nico, je sais des noms qui me reviennent en tête tout de suite, qui ont vraiment apporté énormément à l'équipe. Mais le plus important, c'est l'image interne. On parlait tout à l'heure de la réaction un peu négative des designers eux-mêmes, qui disaient, de toute façon, moi, je ne peux pas travailler avec ça. D'un seul coup, quand ils ont vu les images de Raccoon, quand ils ont vu le succès que ça a eu, ils se sont dit, parce que leur problème, c'est de vendre leur projet au chef. Donc, ils se sont dit, si je veux vendre mon projet, il faut que j'utilise ça. Donc, quand on a fait les citadines, quand on a fait derrière d'autres concept cars, tous les designers qui bossaient là-dessus, ils voulaient leurs images de synthèse. Et ça a complètement changé l'état d'esprit. Bien sûr, mais parce qu'il savait que moi, de mon côté, j'étais totalement derrière toi. Je veux dire, j'y croyais tellement que, à la limite, il ne pouvait pas, entre guillemets, s'opposer. Donc, je crois que beaucoup sont restés silencieux, n'ont pas dit trop de choses, en tous les cas, devant moi. Mais clairement, on est arrivé petit à petit à surmonter le côté négatif de l'accueil à l'époque, puisque je pense que les gens, ils se sentait un petit peu en danger par rapport à l'avenir. Et puis il y avait toujours ce fameux argument de oui, mais la sensibilité, on va jamais arriver à faire comme avec des maquettes physiques, etc., puisque ça s'est étalé à l'ensemble. Donc voilà où on en était à ce moment-là. Là, vous avez anticipé une de mes questions. Effectivement, ça impressionnait très fortement le microcosme de la 3D, ça c'est indéniable. Tu me donnais les témoignages de Giugiaro sur un salon qui était bluffé, mais vous avez adressé la partie les équipes, et c'est la version changement, on sait que c'est pas simple dans la conduite de nouveaux process, de nouvelles technologies, mais toi, tu avais cette carte blanche, mais au-delà de ça, la direction de Renault a réagi comment par rapport à ce genre de choses? Je pense qu'il y a eu un levier aussi d'image et de com quand même, parce que c'est des choses qui ont fait les JT, etc., qui ont parlé au grand public, hein. On n'est pas... Voilà, ça aussi, pour les jeunes générations, l'image de synthèse, la 3D, c'était tellement nouveau que c'était très tendance. On pouvait faire un JT en présentant un film comme Raccoon sans difficulté. Alors ce que je peux dire déjà, c'est que le président de l'époque, Louis Schweitzer, il nous visitait tous les mois. Et en plus de ça, j'avais une réunion entre les deux. Et donc, on discutait énormément. Et quand il venait au design, on lui montrait beaucoup de choses. Et de nombreuses fois, on lui a montré comment on était en train de progresser dans ce domaine. Donc, on avait quelqu'un qui, je ne vais pas dire qu'il était acquis à la cause, mais il était intéressé et il voyait, entre guillemets, mon enthousiasme. Et donc, je crois que c'est parti un petit peu de ça. Mais je me rappelle de visites où on montrait à Louis Schweitzer là où on en est. Est-ce que tu te rappelles, toi, Bruno, de cette époque-là? Moi, je me souviens très bien des visites de Louis Schweitzer. Et Monsieur Schweitzer, qui était quand même quelqu'un d'extrêmement occupé, comme tous les présidents, directeurs généraux de groupes de cette échelle, arrivait toujours à consacrer une demi-heure à peu près de son temps dans le planning que tu lui offrais. Et
Je me souviens très très bien du jour où Louis Schweitzer a vu Raccoon. Donc en face de lui, il a qui? Il a moi, qui lui explique toutes les galères techniques qu'on a rencontrées, pourquoi c'est un défi technologique, et maintenant on y arrive. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas encore compris que c'est mieux de parler de la finalité et de l'objectif du La façon résultat, d'y arriver. et qu'est-ce qu'on va faire avec ça, plutôt que d'expliquer ce qu'on a fait avant, ou comment on va le faire. Et il m'a gratifié d'une de ses phrases pour lequel j'ai une admiration toujours incroyable pour ce président de Renault qui a marqué son temps. Il m'a dit, finalement, Monsieur Simon, votre problème, c'est celui de tous les artistes de cirque. C'est de faire comprendre que ce qui a l'air très facile, c'est en fait extrêmement difficile. Oui, 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 c'est une belle expression. Mais je crois quand même que, même si Louis Schweitzer n'était pas convaincu de ce qui allait se passer par la suite, ce que je le disais, il m'écoutait et donc il nous a accompagnés en fait. Et il a été convaincu de plus en plus jusqu'à ce que ça devienne ce que c'est devenu par la suite, où c'était central au développement du design, quoi. Donc il y avait quand même cette confiance et cette ouverture sur le sujet. Donc finalement, on avait trouvé une solution au problème essentiel qui était de, bon, si on fait de la CAO, on ne peut pas faire de CAO sans être capable d'évaluer les surfaces, d'évaluer le produit qu'on est en train de fabriquer. Donc entre guillemets, on avait résolu techniquement ce problème-là. J'avais construit une équipe qui était capable de le faire. Et c'était le moment de passer à la deuxième phase, c'est comment est-ce qu'on trouve un outil de conception numérique en 3D qui est adapté au monde du design.